Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Après, moi, quand je suis rentré, mes potes ont été super cool. Ils me posaient pas mal de questions. C'était intéressant de discuter avec eux, de voir leurs interrogations, machin. Mais ce qui est marrant, c'est que au Pakistan, je sais que mes amis, ils sont de cette région, en fait. Je leur ai dit, ah non, j'étais à Kaboul pendant la prise par les talibans. C'était, voilà, ça durait 2 minutes, puis après, on change le sujet, quoi. Salut. Aujourd'hui, on va raconter deux histoires dans la grande. On va parler vélo, mais aussi Afghanistan. Imaginez l'envie irrépressible de faire quelque chose d'extraordinaire, de vous dépasser, de vous retrouver seul face à vous-même. C'est le pari un petit peu fou que Paul Vercoustre, mon invité aujourd'hui, a fait quand il a quitté un confortable CDI à Paris pour traverser l'Asie centrale à vélo en 1 an. Stoppé net par le confinement dû au Covid en Inde, il se met à chercher du travail, comme ça, en passant. Et le voilà en Afghanistan quelques mois plus tard. Peut-être que vous aussi vous avez suivi l'actualité, alors vous vous doutez que Paul n'est plus en Afghanistan. Il l'a quitté il y a quelques semaines. Aujourd'hui on parle voyage, mais aussi amour profond pour une culture et un mode de vie que l'on ne soupçonne pas toujours, au travers des multiples filtres que l'on a en Occident. Avant de vous laisser savourer cet épisode, je vous rappelle que je vous retrouve à la fin pour découvrir notre prochaine destination. Belle écoute. Paul Vercoustre, je suis en ce moment à Paris et je travaille pour une ONG qui s'appelle la Fondation Aga Khan, donc je travaille pour leur bureau qui est en Afghanistan. C'est des projets d'éducation, de santé, construire des infrastructures, versus humanitaire qui consisterait plutôt à donner des tentes à des réfugiés, de la nourriture. C'est pas ça ce que fait la Fondation, c'est vraiment du développement. Donc l'Aga Khan en fait c'est une personne, c'est le leader d'une communauté qui s'appelle les Ismaélis. C'est une minorité chiite qui est dispersée dans le monde. Et donc l'Aga Khan c'est leur leader entre guillemets spirituel. Et donc il a fondé cette ONG qui s'occupe entre guillemets de soutenir sa communauté. Alors, avant de parler de ton temps en Afghanistan, moi j'ai découvert ton compte Instagram à l'époque parce que tu es parti sur ton vélo. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un peu qu'est-ce que t'es parti faire ? Je suis parti quand ? C'était en 2000... Je suis parti 1 an avant le début 2019 ? Du Covid. Donc, okay. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Et en fait, le projet que j'avais, c'était de rallier Istanbul à... Alors au début, c'était Kashgar. Kashgar, c'est une oasis qui est vraiment tout à l'ouest de la Chine. On entend souvent parler des Ouïghours en ce moment, ouais. Dans la région du Xinjiang. Kashgar, c'est la 2e plus grosse ville dans le Xinjiang. J'avais lu un bouquin à l'époque d'un Français qui avait fait ce trajet en gros à pied. Et du coup, je m'étais dit, allons-y. T'avais déjà un amour du vélo à l'époque ? Ou, enfin, je veux dire, il a dû quand même se passer quelque chose pour que tu te dises, bon, bah écoutez les gars, moi je prends mon vélo et j'y vais. Ah ouais. À quoi ressemblait ta vie à l'époque d'ailleurs ? On avait fait un peu de vélo. On avait fait un peu de vélo avec les potes avant. On avait fait j'avais fait 1 ou 2 fois Paris-Londres à vélo. C'est assez marrant à faire d'ailleurs. Je le recommande. C'est 24 heures. On avait fait des trips à vélo comme ça, mais c'était la première fois que je faisais un voyage à vélo seul comme ça. D'accord. Et donc voilà, le projet c'était ça, c'était de faire Istanbul, qui est en fait entre guillemets le début de l'Asie, ouais. Les portes de l'Asie, et de rejoindre Kashgar. Et j'avais toujours un peu derrière au fond de ma tête l'idée que voilà, s'il me restait du temps et de l'argent, je continuerais depuis Kashgar, mais je savais pas encore dans quelle direction.
Et puis après, j'ai continué au sud, vers le Pakistan et l'Inde. En fait, après, je voulais aller jusqu'au Népal, mais le Covid est arrivé. À quoi ressemblait ta vie au printemps 2019, au moment où tu as décidé d'y aller? Et ça a été quoi le déclic, en fait, qui a fait que... je veux dire, tu sais, on a tous des idées un peu incroyables, mais comment est-ce que tu es passé à l'action, en fait? Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action? Ma vie ressemble à quoi? Je bossais dans une start-up à Paris. Moi, j'ai une formation d'ingénieur Enfin, je suis data scientist, donc je fais de l'analyse de données, je code. Donc voilà, je bossais pour une start-up on développait une solution de marketing digital. Ça se passait plutôt bien, c'était intéressant parce qu'en fait, c'est la première fois que je bossais pour une toute petite boîte, donc j'étais vraiment à construire le produit. Ça se passait plutôt très bien en fait. Le déclic, c'était en 2016 en fait. J'avais fait un voyage d'un mois en Iran tout seul et que j'avais vraiment adoré. C'était la première fois que j'allais dans la région. Et puis ça avait complètement, je sais pas comment dire, c'était pas la première fois que je voyageais seul, mais c'était vraiment, il y a eu un déclic qui s'est fait en fait à ce moment-là, quoi. J'ai rencontré des gens, je me suis rendu compte que la perception qu'on avait de cette région était complètement, fausse, quoi, en fait. Ouais. Quand je disais aux gens, je vais en Iran, tu vas en Iran, c'est pas dangereux, etc. Et après, quand tu arrives là-bas et que tu fais un mois là-bas et que tu te rends compte à quel point on est en décalage total avec la réalité, ça peut que marquer, en fait, quoi. J'étais revenu de ce voyage en me disant, de toute façon, voilà, il va falloir que j'y retourne. Il y a plein de voyages où on va sur place et on se dit, c'est trop bien, il faut que j'y retourne. Mais là, il y avait un goût un peu différent. Voilà, le déclic, il était à ce moment-là, et il m'a fallu tout ce temps pour... j'ai fait des études entre-temps, j'ai fait un master entre-temps, puis après, il a fallu que je bosse, que je gagne un peu d'argent, que j'économise, tout ça, quoi. Ouais. Et alors justement, comment est-ce que tu as préparé ce voyage? Tu disais tout à l'heure, il y avait une question de financement, il y avait combien de temps est-ce que tu t'accordais pour le faire? Comment est-ce que tu t'y es pris? Je suis pas très bon en organisation, honnêtement. Non, honnêtement, vraiment... je me suis dit, voilà, je pars de là, je pars d'Istanbul parce que je trouve que ça, géographiquement, ça fait sens. Il y a quand même un peu d'organisation, effectivement, parce que moi, je savais, voilà, je voulais partir au printemps, mais ensuite, je savais que j'allais donc traverser la Turquie, donc j'ai fait quand même des petites estimations sur le temps que ça allait me prendre à vélo. Parce qu'en fait, à vélo, il y a quand même cette dimension-là qu'il faut prendre en compte. C'est que tu peux pas... Je savais que je voulais tout faire à vélo, c'est-à-dire pas mettre mon vélo dans un train ou dans un bus à un moment donné. Je voulais que chaque kilomètre vers ma destination finale soit fait à vélo. Donc j'ai quand même eu cette petite partie de planification parce qu'il faut faire un peu attention se dire ok, où est-ce que je vais être en hiver par exemple. Moi je savais que je voulais arriver au Tadjikistan, qui est une région qui est très montagneuse, sur un plateau très très haut. Je voulais y arriver avant l'hiver. Et potentiellement, si je voulais continuer après mon voyage vers le Pakistan, il y a un col qui est très très haut, c'est la plus haute frontière du monde, qui ferme en hiver. Mais la planification, c'était à ce niveau-là que je la faisais. D'accord. Après, sur la faisabilité plus ouais, voilà. Logistique. Ouais. En termes d'argent, en fait, je me suis pas donné une durée de temps, je me suis pas donné vraiment de durée de temps précise. Je me suis juste dit, tu pars, de toute façon, j'aurai assez de budget pour aller jusque-là, et puis s'il m'en reste, on verra. Mieux, quoi. On verra à ce moment-là, quoi. Exactement. Ouais. Et est-ce que tu t'es fait financer? Est-ce que tu as essayé de trouver des partenaires ou est-ce que tu as tout été en financement propre? Non, j'ai tout financé moi-même. Ouais. J'ai tout financé moi-même. Non, si, peut-être, truc un peu marrant que j'ai fait quand même sur la préparation, c'est que c'est moi qui ai monté mon vélo. Ah ouais. Je te disais, j'avais pas du tout d'expérience à vélo, si ce n'est quelques entre guillemets balades avec des amis, quoi. Enfin, des balades Paris-Londres quand même. Ouais, voilà. C'est non, pas le premier dimanche, mais quoi. Si tu veux, je savais changer peut-être le pneu si jamais j'avais une crevaison, mais pas plus. D'accord. Donc du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'ai qu'à monter mon vélo. Comme ça, si j'ai un problème tu sais exactement, sur place, voilà, je saurais gérer le truc. Et donc en fait, j'ai acheté des pièces détachées, j'ai acheté un truc. J'ai fait là, effectivement, ça m'a demandé pas mal de travail.
de regarder sur des blogs de gens qui avaient fait des voyages similaires à vélo, et il y en a vraiment un paquet en fait. Ah ouais. Ouais, il y en a bien plus, ouais, beaucoup. Et donc acheter les pièces, je suis allé dans un atelier, en fait, il y a des ateliers où tu peux, ici à Paris, où tu peux juste payer une petite cotisation et tu as accès à des outils. Et donc, parce qu'il faut quand même quelques outils un peu spécifiques pour monter son vélo. Et puis il y avait des mecs aussi qui pouvaient m'aider. Et donc j'ai fait ça. J'ai même un ami aussi qui m'a aidé un peu. Et ça, c'était pour le coup un super moment parce qu'en fait, j'avais déjà posé ma démission. J'étais en train de monter mon vélo. Enfin, le projet était très concret, quoi. Et en fait, avait déjà commencé en fait. Et à aucun moment tu t'es dit je vais partir avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'était important pour toi de partir tout seul? Alors non, moi j'en ai parlé. Je sais pas si quand j'en parlais en disant je pars tout seul. Simplement, l'expérience que j'avais eue d'ailleurs depuis quelques années, c'était qu'il fallait pas trop attendre, sinon les autres, voilà, sinon il y avait beaucoup de choses qui se faisaient pas en fait. Et d'ailleurs moi, je crois que j'avais proposé à des amis de me rejoindre à certains moments. J'ai des potes qui m'ont rejoint d'ailleurs en Arménie pendant mon trip à vélo. Le fait d'être seul, c'était quelque chose qui effectivement me faisait pas peur et qui m'intéressait aussi pas mal. Mais ça aurait pu être à deux. Ça aurait pu être à deux en soi. Ouais, d'accord. 3-4, ça aurait été vraiment. Là, c'est autre chose. C'est la dynamique de groupe, pas forcément compatible avec ce genre de projet. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, je sais pas, les premiers jours, ton arrivée à Istanbul, tu connaissais la ville avant le départ de ce grand voyage? Je connaissais pas du tout la ville, j'avais monté mon vélo, j'ai fait littéralement 100 mètres en bas de chez moi, là, juste pour voir que tout allait à peu près bien, quoi. Ah oui, tu l'as pas plus testé que ça, du coup, le vélo, avant de partir? Non, t'es confiant quand même. Quand je te dis que je suis léger en organisation, c'est pas une blague. D'accord. J'ai démonté le vélo, je l'ai mis, je suis parti. J'avais l'ami d'un père qui avait un appart là-bas, donc j'étais logé là-bas, donc ça c'était cool. Et j'ai des amis qui sont venus passer quelques jours. Donc on a visité Istanbul ensemble. Et puis au bout de 4-5 jours, je suis parti. Et là, effectivement, ça pour le coup, c'était vraiment. Ça, c'était une expérience assez absurde. Parce que là, en fait, t'as tout sur ton vélo, quoi. Donc, je suis monté sur mon vélo et je dis, mais qu'est-ce qui me manque, quoi? Ouais, bah oui. Enfin, quoi, c'est tout. C'est où le reste, en fait? T'avais rien sur ton dos, t'avais des trucs sur le. Enfin, derrière toi. J'avais des sacoches, ouais. J'avais juste des sacoches. T'as une idée du poids du truc? C'est une bonne question. Non, je pense que ça devait faire une bonne. Bah, il devait y avoir quand même 12 kilos de vélo à nu, et puis après, il devait y avoir. J'avais pas mal de matos de photos en fait. Je sais pas, peut-être 50 kilos, un truc comme ça. D'accord, quand même. Okay. Ouais, non, l'objectif c'était pas de faire un truc ultra léger. Ok. Bah, c'est physique le vélo, c'est sûr. C'est sûr que c'est physique, mais j'adore aussi cet aspect-là du vélo qui est que c'est toi qui fais l'effort, que t'es vraiment connecté avec l'environnement et la géographie. S'il y a une montagne, t'es au courant. S'il y a du vent, t'es au courant, etc., etc. Bah, mon premier jour, j'étais du côté européen. J'étais un peu dans les hauteurs d'Istanbul, je suis descendu, 3-4 virages, j'ai pris le ferry, et puis je suis passé de l'autre côté d'Istanbul. Le premier jour il est marrant d'ailleurs. Et ensuite après j'ai fait un peu de vélo, et en fait je savais pas où est-ce que j'allais dormir. Il y a eu un très beau coucher de soleil, je trouvais que c'était magnifique. Et en fait j'étais dans un endroit qui était hyper pentu. J'ai vraiment galéré quoi. Je dis mais attends donc quoi tu t'es lancé là? Tu sais pas où tu dors, il va faire nuit dans 1 heure, c'est ton premier jour. Qu'est-ce que c'est que ça quoi? Genre ça va pas le faire là. Et j'ai trouvé une auberge de jeunesse qui coûtait que dalle avec des Turcs. Je parlais pas un mot de turc. Mais t'avais préparé, genre t'avais une liste d'endroits où tu pouvais cracher a priori, ou tu l'as vraiment trouvé comme ça au moment non, celle-là je l'ai trouvée dans la rue quoi. D'accord. Je me suis arrêté, en fait je me suis arrêté dîner et puis j'ai demandé au mec, le mec du resto, il m'a dit tu peux aller là. La façon dont je fonctionnais, c'était plus de me dire je vais passer par telle ville. Je regardais un peu la route que je pouvais prendre. Mais je planifiais pas au jour le jour où est-ce que je vais dormir, où est-ce que je vais m'arrêter déjeuner, etc.
Mais ouais, le premier jour, enfin, le sentiment de liberté était quand même assez hallucinant. Ça, je vais pas l'oublier. Il a duré combien de temps du coup au final ce voyage? Un peu moins d'un an? À peu près 1 an de vélo, mais puis après il y a eu le confinement que j'ai fait en Inde en fait. Est-ce que tu peux nous parler justement donc, de cette année à vélo? Je sais pas, est-ce que ça a été... J'imagine que tu as eu la blinde de surprises en fait, qu'il y a plein de trucs que tu n'avais pas prévus, autant du point de vue des rencontres forcément, des trucs que tu as vus. Est-ce que tu peux nous partager comme ça quelques petites histoires? J'ai fait 11 pays, je crois, j'ai fait 11 pays. Commencé par la Turquie. Ce qui est assez marrant, c'est que en Turquie, t'es clairement en Asie en fait. Tu sens, t'es en Asie, t'es dans un pays musulman. Et après, je suis allé en Géorgie. Et là, t'es de nouveau en Europe en fait. T'es en terre chrétienne, il y a des drapeaux de l'Union Européenne sur tous les commissariats parce qu'ils veulent rentrer dans l'Union Européenne. Ah, ouais. Quand j'étais en Géorgie, donc anecdote super marrante, c'est que j'étais déjà allé avec mes parents dans les années 2001 je crois, parce qu'on avait une jeune fille au père qui venait de là-bas. D'accord. On était allé dans le nord de la Géorgie, il y a le Caucase, à la frontière avec la Russie. On était dans un village qui était hyper isolé, enfin qui à l'époque était très très isolé. Et on avait avec mes parents, on était allé là-bas, on avait été dans la maison du docteur. Il y avait pas d'hôtel, il y avait rien. Et du coup, j'y suis retourné pendant mon voyage et j'ai retrouvé la famille du docteur. Ah, c'est génial. 20 ans après, quoi. 20 ans après. C'est ouf. Et ils avaient un livre où les invités mettent un petit mot. Un livre d'or. Et donc j'ai revu les mots que mon père et ma mère avaient écrits et que la jeune fille avait traduit. C'était complètement dingue, ouais. Et ils se souvenaient de nous parce que au début je lui dis mais non mais j'étais venu, tu te souviens pas? Et elle me dit mais si, mais c'était... J'ai 2 frères aussi. Les 3 petits, je dis ouais, c'était nous, ouais. C'est dingue. Bon, ça c'était une anecdote qui était particulièrement marrante, mais après j'ai fait des super rencontres, ouais. Des gens avec qui je suis toujours en contact, d'ailleurs. Dans nos sociétés plus occidentales, tu ne marches pas dans la rue en disant bah salut, je fais le tour de France à vélo. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que tu inities ces relations, ces rapports? En fait, c'est souvent l'inverse. Ah ouais? C'est que toi, t'es un ovni avec ton vélo. Et du coup, les gens sont curieux et viennent te parler, en fait. Et puis, il y a aussi souvent... parfois, je restais dans des auberges de jeunesse, et du coup, là, tu fais des rencontres aussi. Ça dépend des pays, mais souvent, c'est les gens qui viennent vers toi, en fait. Qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens? T'es complètement fou. On te l'a dit souvent, ça? Ouais. Mais cela dit, le trajet que j'ai fait, c'est entre guillemets, le trajet le long des routes de la soie, les anciennes routes de la soie. C'est un trajet qui est pas mal fait en fait à vélo. Les gens qui aiment bien faire du voyage à vélo passent pas mal par cette région parce que c'est magnifique, parce qu'il y a une culture, il y a un héritage et les gens sont hyper accueillants. Mais justement en fait c'est quoi donc les paysages que tu vois le long de ce voyage? T'as fait combien de kilomètres en fait au total? Parce que c'est difficile j'imagine de résumer ça en quelques mots. Je sais même plus combien de kilomètres j'ai fait. Plusieurs milliers, peut-être 8000. Je crois que j'en ai fait un peu moins de 10 000. Waouh. Mais c'est pas énorme. Je pense que si tu discutais avec un mec qui fait du vélo de route en France, par an, il en fait plus, quoi. Ouais, mais toi, t'es allé à la rencontre des gens. Enfin, je veux dire, t'y es pas allé pour la perf uniquement. Ouais. Bah, exactement, ouais. Au jour le jour, je faisais... D'ailleurs, c'est très marrant parce que j'ai rencontré pas mal de gens qui faisaient du vélo aussi. Et au jour le jour, ça dépend. Il y a des gens qui font 40 km. Il y en a qui faisaient 80. Au début, j'étais encore un peu dans les logiques de Paris-Londres 24 heures. Donc, j'étais là à aller à fond. Je faisais peut-être, 80-100 bornes par jour, ce qui était pas mal quand même. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai pas mal ralenti en fait. Parce que tu t'es rendu compte que tu voulais plus rentrer dans l'échange avec les gens ou parce que t'avais aussi peut-être une réalité physique, peut-être de la fatigue? Non. Bah non, alors plutôt à l'inverse. Tu te fais bien là, entre guillemets, tu te fais la caisse dans le sens où au début t'as des courbatures et puis après en fait ton corps il est complètement programme. Ouais, il est habitué pour ça. Mais sur les paysages, écoute, tellement divers en fait, tellement divers. Les plaines de l'Anatolie, tu sais, c'est des espèces de grands champs complètement... J'avais l'impression parfois d'être un peu dans la campagne en France, sauf qu'au lieu de voir une église au loin dans le petit village, c'est une petite mosquée en fait. Puis après, il y a eu... Alors non, c'était avant, il y avait la Cappadoce, ces espèces de monolithes qui ont été créés par l'érosion en Turquie. C'est un endroit qui est assez touristique, mais qui est vraiment magnifique.
En fait, c'est ces espèces de comme des menhirs. Ouais, c'est ça exactement. Des menhirs géants, sauf que en fait, il y a des églises. Dans certains, ils ont mis des églises, etc. C'est très très beau. Puis après, il y a eu la côte de la mer Noire, et puis après, il y a eu le Caucase, donc les montagnes, et puis après, j'ai fait l'Arménie aussi, c'était Caucase. L'Arménie, c'était vraiment une transition entre la Géorgie, c'est très vert, et l'Iran, quoi. Ouais, qui est désertique, hyper chaud, surtout en été. Encore que moi, j'ai fait le nord de l'Iran, il y a une partie au nord des montagnes. En fait, au nord de l'Iran, il y a une chaîne de montagnes, et il y a la Caspienne d'un côté. Donc du côté de la Caspienne, c'est assez humide, mais au sud, c'est très désertique. Puis après, le Turkménistan, qui est complètement désertique, pour le coup, c'est du vrai... Enfin, ouais, si, c'est du désert, ouais. Une partie qui est fertile, mais c'est quand même très désertique, et c'est complètement plat. L'Ouzbékistan, pareil, complètement plat, désertique, avec les oasis, Samarcande, Boukhara. Et puis après, le Tadjikistan, avec les montagnes du Pamir, qui sont des montagnes... je sais même pas comment... C'est un plateau, en fait. Donc t'es à 3000 mètres d'altitude, mais c'est plat, en fait. C'est pas plus difficile, justement, comme effort, quand t'es en altitude, même si c'est plat? Ah si, ouais. Il faut s'acclimater, en fait. Et puis après, tu redescends et t'arrives au Kyrgyzstan, qui est beaucoup plus humide. Et puis après, la Chine, où t'es de nouveau dans une oasis, c'est très aride. Et puis après, le Pakistan, où là, c'est les montagnes du Karakorum, c'est les montagnes les plus... Enfin, ça fait partie des montagnes les plus hautes du monde, qui sont des montagnes extrêmement menaçantes, mais magnifiques. Pourquoi menaçantes? C'est de la roche, à nu. Il n'y a pas de végétation. C'est à pic complet. T'es entouré de montagnes qui font 7000 mètres. C'est incroyable. Et puis après, la baie de l'Indus. Après, donc, je suis arrivé à Islamabad, et Lahore, c'est là. T'es dans le sous-continent indien. Donc vraiment beaucoup de paysages très différents. Ouais, t'as vu c'est peut-être tout, la mer, en fait, que j'ai le moins vu, en fait. Dans cette région d'Asie centrale, il y a des mers intérieures, mais globalement, c'est... Voilà. Il n'y a pas beaucoup de mer, ouais. Et alors, t'as choisi de raconter ce voyage au travers de portraits, de photos. Tu disais que t'étais équipé et peut-être, alourdi, pas dans... Je dis pas ça du tout de manière péjorative, mais de ton équipement photo. Tu faisais beaucoup de photos avant de partir? Non, pas tellement. En fait, d'ailleurs, ça faisait un peu partie des trucs que je voulais faire pendant ce voyage. C'était d'apprendre un peu à faire de la photo. En fait, quand j'étais parti en Iran, les gens venaient vers moi en me disant mais est-ce que tu peux me prendre en photo, en fait. Il y a très peu de touristes en Iran, donc ils sont hyper contents de voir les touristes qui viennent visiter leur pays. Ils ont envie de montrer qu'on a une mauvaise image du pays. Une image fausse. Ouais, exactement. Ouais. Et les gens venaient vers moi et voyaient que j'avais un appareil, et disaient viens, tu peux prendre une photo, quoi. Très bien. Donc ça m'a donné un peu le goût, parce que voilà, goût de faire de la photo, et du coup je me suis dit que je voulais continuer de faire ça pendant ce voyage. Et donc j'ai fait pas mal de portraits. C'est une super façon, je trouve, de se connecter avec les gens. Est-ce que tu peux nous parler, je sais pas, d'une rencontre qui t'aurait particulièrement marqué, peut-être de certains de ces portraits justement que tu as réalisés pendant cette année sur ton vélo? Quand je suis arrivé en Iran, à la frontière de l'Arménie et l'Iran, j'avais rencontré une Iranienne qui voyageait toute seule, qui allait vers l'Arménie. Donc elle sortait d'Iran, et moi je rentrais en Iran. D'accord. On a discuté très rapidement, et puis en fait, un mois après, moi j'ai passé deux mois en Iran, je crois. Et donc au bout d'un mois, on reste en contact, et elle me dit viens, si tu veux, on peut aller faire du stop ensemble dans le Kurdistan iranien. Et c'était vraiment génial, parce que j'ai compris plein de trucs sur la culture iranienne. Grâce à cette rencontre. Alors pour le coup, on était vraiment juste amis, et il n'y avait pas du tout d'ambiguïté entre elle et moi. C'était simplement, pour le coup, par envie de voyager, de faire du stop et de découvrir le Kurdistan. Elle avait une amie au Kurdistan qu'on allait voir, du coup. Et donc il y a un portrait, je te l'enverrai. C'est un soir, on partait en fait de Sanandaj, qui est je crois, la capitale du Kurdistan iranien, si je me souviens bien. C'était à la fin le soleil venait de se coucher, c'était rose, machin. On était au bord de la route, et j'ai juste pris un portrait alors qu'elle était en train de lever le pouce, et la photo j'aime beaucoup cette photo.
du coup, te voilà arrivé à la fin de l'hiver 2020, début du printemps, en Inde. T'en avais déjà entendu parler du coronavirus avant de te faire bloquer ou... Enfin, je sais pas à quel point t'étais connecté en fait justement aux infos sur ton vélo. J'étais méga connecté, méga connecté. Hein. Donc pas une grosse surprise, enfin tu t'y attendais un peu? J'ai traversé la frontière entre le Pakistan et l'Inde, la Wagah, là, qui va de Lahore à Amritsar. J'ai posé mon vélo, j'ai eu le temps de faire un tour du nord de l'Inde en train. Et puis après, je suis retourné à Amritsar, j'ai fait un peu de vélo et là, on a été bloqué par le Covid. J'étais au pied des Himalayas, dans une ville qui s'appelle Dharamshala. C'est là où le Dalai Lama habite. Et je pensais que j'allais passer 2 jours là-bas et puis finalement, j'ai passé 2 mois là-bas. D'accord. Ils ont eu un confinement strict? Comment ça s'est passé en Inde? Oui, c'était un peu strict, mais ça n'a pas été un moment... Enfin, c'était pas horrible, quoi. Je veux dire, l'environnement était super. Je louais un appart, j'avais un coloc super sympa, un russe, qui on s'est lié d'amitié. Ça s'est vachement bien passé pour toi, quoi. J'étais pas du tout à plaindre, quoi. Ouais. Après, effectivement, si tu respectais pas les horaires, il y avait la police indienne qui venait te chasser avec des bâtons, quoi. Voilà, c'était à l'indienne à ce niveau-là, donc il fallait pas... Tu joues pas avec les règles, quoi. Ouais, voilà. Mais bon, à ce moment-là, j'ai compris que le voyage était terminé, en fait. Parce que la frontière avec le Népal était fermé et de toute façon les gens avaient peur en fait, donc ça changeait complètement la dynamique du truc. J'avais pour faire des rencontres ouais, voilà. Je me souviens qu'à l'époque j'étais dans un état d'esprit où je disais je peux vraiment pas me plaindre. Je discutais avec des gens qui eux avaient commencé leur voyage à vélo il y a 2 mois et qui du coup avaient s'étaient arrêtés alors qu'ils avaient presque pas quitté l'Europe. Donc je me suis plus dit, voilà, j'ai quand même vraiment eu de la chance en fait, d'avoir commencé mon voyage au bon moment. Et bon, ok, je me suis arrêté en Inde, mais c'est pas... Et puis au pire, ce voyage, je le reprendrai un jour. Bah évidemment, ça a été un peu décevant de dire que je pouvais pas arriver au bout. Mais t'es quand même arrivé en Inde, au pied des Himalayas, à la force de tes coups de jambe, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même ouf ce que t'as fait, quoi. En 1 an, j'imagine que... Tu le sais, mais bref. Ouais, c'était un peu une déception, mais je sais pas, je me suis fait à l'idée que... D'ailleurs, j'espère toujours qu'un jour je finirai ce petit bout de route. Voilà, et en fait, j'avais un peu intégré le fait que ça allait se terminer à un moment donné, tout ça. Je commençais aussi à plus avoir d'argent. Ouais. Et donc j'ai commencé à chercher du taf. Pendant ton confinement ? En fait, même un petit peu avant le confinement, en fait. Quand je voyageais dans le nord de l'Inde en train, je commençais un peu à regarder les offres de façon très relax, hein, mais... Et en fait, j'ai vu une offre du coup pour cette ONG, l'Aga Khan. D'accord, ok. Et l'Aga Khan, en fait... tu connaissais déjà ce que c'était à l'époque ? En fait, j'ai appris à connaître l'Aga Khan quand je voyageais au Pakistan et au Tadjikistan. Parce que c'est là-bas qu'ils ont énormément d'infrastructures. Il y a toute une communauté ismaélite là-bas. Et donc, je voyais partout les hôpitaux, les écoles de l'Aga Khan. D'accord. Donc, j'ai vu Aga Khan et je me suis dit, bah vas-y, c'est data scientist, donc c'est exactement ce que je faisais avant de quitter mon taf. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là. Parce qu'après, donc quand j'ai eu le confinement, j'ai eu les entretiens et puis ça s'est fait, j'ai commencé à bosser en télétravail avec eux en fait. Incroyable. Donc en fait, t'as jamais considéré rentrer en France ? Et en fait, je suis rentré en France entre l'Inde et le moment où je suis allé à Kaboul. Mais tu t'es pas dit je vais trouver un taf en France, quoi. Tu t'es dit je vais repartir. Ouais, non. C'était même pas une question, quoi. Ça se serait peut-être fait, ouais, mais c'était pas l'objectif. Ouais, c'était pas ton truc à ce moment-là. Il y a une question que je t'ai pas posée par rapport à ce tour d'Asie centrale et du coup après ce départ en Afghanistan, comme tu le disais, il y a beaucoup de préjugés sur ces pays quand on vit en Occident, on ne sait pas vraiment trop de quoi il s'agit. C'était quoi les réactions de tes amis, de ta famille quand tu leur as dit je vais partir faire le tour d'Asie centrale, je vais partir vivre en Afghanistan. T'as eu quoi comme retour ? Sur le tour à vélo, globalement, je crois que c'était assez positif. Les gens disaient c'est cool, super, peut-être qu'on pourra se rejoindre ici ou là, enfin avec mes potes assez proches. Moi je me souviens de mon boss, quand je lui avais dit je démissionne, je vais partir à vélo, il m'a dit écoute, t'as raison, c'est le moment, machin. Trop bien. Sur le voyage à vélo, les gens, je trouvais que les gens étaient plutôt enthousiastes. Mes parents aussi, ma mère plus que mon père d'ailleurs, mais après quand j'ai dit que j'allais bosser à Kaboul, là c'était un peu différent parce que Kaboul c'est quand même, l'Afghanistan c'est quand même un pays qui est en guerre, donc c'est un peu différent comme. Ouais. Il y avait un peu d'incompréhension en mode voilà. Vous avez peur pour toi ou qu'est-ce que tu vas chercher là-bas exactement en fait? Et qu'est-ce que t'allais chercher justement là-bas? Tu connaissais l'Afghanistan avant? Enfin, t'étais... J'étais jamais allé, non, j'étais jamais allé justement. En fait, d'ailleurs, c'est une petite anecdote assez marrante, c'est que
pendant mon trip à vélo, l'Afghanistan, c'est un pays qui n'a pas de mer en Afghanistan. C'est landlocked avec 5 pays et j'ai fait du vélo dans les 5 pays avec lesquels l'Afghanistan a une frontière mais sans jamais mettre les pieds en Afghanistan. Là, en fait, ça dit quelque chose sur la géographie de cette zone, de cette région, quoi. C'est que l'Afghanistan est au milieu, en fait. En voyageant, en discutant avec les gens, surtout au Pakistan, une partie du Pakistan est très proche culturellement de l'Afghanistan. Et puis je sais pas, il y a un peu effectivement toutes les images qu'on avait de ce pays avec beaucoup de bruit, de violence, etc. C'était pas quelque chose qui m'attirait, c'est quelque chose qui m'intéressait, j'avais envie de comprendre. De la même façon, si tu veux, en voyageant en Iran, j'avais eu le sentiment que la perception que j'avais du pays depuis l'extérieur était faussée. Ouais. Je me suis dit, il y a certainement quelque chose d'hyper intéressant à aller comprendre, à aller découvrir en Afghanistan. Est-ce que cette fois-ci, du coup, tu t'es un peu plus préparé ? Donc, je comprends que tu avais commencé ton boulot avant d'y aller, mais... Ouais. Tu vois, tu disais tout à l'heure que en organisation, t'étais peut-être bof sur le vélo. Est-ce que là, je sais pas, t'as une préparation, des recherches sur le pays, sur la culture, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, comment est-ce qu'on vit, ou est-ce que à nouveau t'es arrivé plein de bonnes intentions et c'était l'essentiel? Non. Là, c'était très différent. Effectivement, pour l'Afghanistan, on peut pas vraiment faire ça. Mais en l'occurrence, c'était l'ONG pour laquelle je bosse qui s'est vraiment occupée de toute la logistique. Et ça, on peut en parler, mais l'expérience que j'ai eue en Afghanistan était très très particulière. Je suis arrivé dans des années, on voit ce qui s'est passé en août. La situation sécuritaire était très très dégradée. C'est probablement le plus dégradé qu'elle avait été depuis que les Américains avaient envahi le pays en 2001. Donc en fait, toute cette partie logistique, préparation, était faite par l'ONG. D'accord, ok. Tu vas habiter là, tes transports c'est comme ça, tout est comme ça. Là pour le coup, tout était hyper organisé. Donc l'opposé total de ce que j'avais fait. Moins de place pour l'improvisation, quoi. Ah ouais, non, complètement. Il y a zéro improvisation en fait. Est-ce que c'est pas un peu frustrant d'ailleurs, ou est-ce que c'est au contraire très rassurant d'être hyper pris en charge comme ça, en tout cas au début ? Alors au début, rassurant, mais très frustrant, ouais. Parce que tu peux pas trop faire de pas de côté, tu veux dire, ou... Ouais, exactement. Non, mais de toute façon hyper concrète. À Kaboul, je pouvais pas marcher dans la rue, par exemple. Ah ouais, tout le long de ta vie là-bas. Ouais. Sauf dans certains endroits très particuliers, mais globalement, je pouvais pas marcher dans la rue. Tous les déplacements se faisaient en voiture blindée. Enfin, c'était très... C'est un environnement qui est hyper... où la sécurité est tout le temps là, quoi. Alors, une question traditionnelle que je pose à mes invités, et j'imagine bien que la réponse que tu vas me donner ne traduit pas la situation actuelle, puisque la vie à Kaboul a changé dramatiquement au cours des dernières semaines, derniers mois. Mais quand toi, en tout cas, t'es arrivé à Kaboul, qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que t'as ressenti ? Qu'est-ce que t'as senti, même tout court, tu vois ? Quel a été... Alors, je comprends du coup que t'as pas été trop laissé dans la nature, que tu t'es pas baladé tout seul dans la rue à te perdre dans les petites rues, tu vois, mais quelle a été en fait ton impression ? Alors déjà, je me souviens que j'ai fait Paris-Dubaï, Dubaï-Kaboul, il n'y a pas de vol direct pour aller à Kaboul. Je me souviens qu'au moment de l'atterrissage, t'as commencé un peu à flipper. Ouais, j'ai un peu flippé en mode mais... Qu'est-ce que je fous là ? Effectivement, qu'est-ce que je fous là, quoi. Tu vois l'endroit, quoi. Ouais. Je sais pas, c'est vraiment ces montagnes sèches, arides. Je sais pas. Ça a l'air superbe, les photos que tu as publiées, ça a l'air... c'est super beau. L'architecture a l'air incroyable. C'est magnifique. Et ce qui est marrant, c'est qu'en parlant avec les autres gens que j'avais rencontrés à Kaboul, c'est un classique en fait, le fait d'avoir la peur que t'as juste avant que le vol atterrisse. La première fois que tu vas à Kaboul, je crois que c'est quelque chose qu'à peu près tout le monde a ressenti, ressent, quoi. Donc il y avait ça, et puis après en fait beaucoup de pauvreté. C'est très très pauvre en fait, l'Afghanistan, c'est un des pays les plus pauvres du monde. D'accord. Et Kaboul, c'est une ville qui était militarisée en fait. Il y a des blocs, c'est des blocs de béton de 5 mètres de haut qui entourent pas la plupart, mais beaucoup des bâtiments du gouvernement, des maisons des gens riches, etc. en fait. Tout est barricadé en fait. Ouais. C'était quelque chose que j'avais jamais vu, mais c'était hyper impressionnant. C'est très étalé du coup comme ville, Kaboul, c'est petit, c'est grand, enfin par rapport à, je sais pas, des villes qu'on connaît. Bonne question.
En fait, c'est assez étalé, c'est de loin la plus grande ville d'Afghanistan, je crois qu'il y a à peu près 6 millions de personnes qui habitent là-bas. C'est magnifique, en fait, tu es sur un plateau c'est à peu près à 1500-1600 mètres d'altitude, Kaboul. Ah ouais. Donc t'es dans les montagnes, t'es sur un plateau dans les Hindou-Kush. Et ouais, c'est assez étalé, mais en fait, après, c'est contenu par les montagnes autour, en fait. Donc il n'y a pas vraiment de... C'est magnifique. En fait, déjà, le vol pour aller de Dubaï jusqu'à Kaboul est magnifique parce que tu voles au-dessus du golfe Persique, tu voles au-dessus de l'Iran, ensuite tu voles au-dessus d'un désert. Au bord du désert, t'as la deuxième plus grosse ville de l'Afghanistan qui s'appelle Kandahar, qui est genre littéralement sur les rives du désert. Et puis t'as toutes les montagnes. C'est magnifique, c'est vraiment super beau. C'est un type de paysage qu'il faut aimer, qu'il faut apprécier aussi, mais... Et alors, comment se passent tes premières semaines en Afghanistan ? C'était très particulier, c'était pas facile en fait. Le début a pas été facile parce qu'il a fallu que j'intègre effectivement j'allais vivre ici avec très peu de liberté. T'en avais conscience avant de partir ? J'en avais conscience, mais là il faut pas au point faut le vivre quoi. Ouais, enfin tu vois, t'arrives, t'es dans un compound le compound auquel on était très agréable, mais dans un compound, il y a 2 mecs sur le toit avec des calaches, etc. Enfin tu vois, c'est quand même un environnement qui est assez particulier. Ouais. Et puis la plupart en fait des expatriés, donc des étrangers qui bossaient aussi pour la même ONG, n'étaient pas encore là parce qu'en fait, à cause du Covid, ils avaient tous été renvoyés chez eux. D'accord. Moi, je suis un des premiers à être retourné parce que le projet sur lequel je bossais était... il y avait un peu urgence, quoi, si tu veux. D'accord. Donc mon boss a réussi à me faire venir, mais j'étais un des premiers à rentrer. Et c'est au fur et à mesure, en fait, au bout de quelques mois, les gens sont rentrés, et de toutes les autres ONG aussi, les gens ont commencé à rentrer. Et puis là, c'est là où j'ai pu un peu comprendre ce que c'était que la vie à Kaboul, en fait. D'accord. C'est vraiment une bulle. Un microcosme un peu. C'est un mais complet. Ouais. Tu peux nous décrire justement à quoi ressemblait ta vie, alors du coup, ton quotidien ? Est-ce que tu avais je sais pas si on peut parler de journée type, tu vois, mais à quoi ressemblait Si, ouais. Ah bah j'avais complètement des journées type. Nous déjà, donc on était dans un assez gros compound. Dans le compound, t'avais à la fois l'endroit où on habitait et l'endroit où on bossait. D'accord. Ah oui, donc tu sortais vraiment pas finalement. Ouais. Moi je connaissais des gens qui bossaient pour d'autres ONG où c'était 2 endroits un peu différents, mais en fait, in fine, c'est presque moins bien en fait, parce que le trafic c'est une catastrophe à Kaboul. Ah ouais. Ouais. Et donc en fait, journée type, je me réveille le matin, je vais au taf, qui est à du coup, je sais pas, 200 mètres de là où j'habite, quoi. Déjeuner à la cantine avec tous nos collègues afghans. Il y a pas mal d'expats qui préféraient déjeuner du coup chez eux, mais moi j'aimais bien déjeuner avec mes collègues. Et puis après, probablement un peu de sport le soir, on avait une salle de sport. Et puis dodo, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu faisais de ton temps libre, à part du sport ? Je suis aussi allé en Afghanistan avec l'intention d'apprendre le farsi. D'accord. Donc j'ai pas mal fait ça, pas mal bossé le farsi, qui est une langue qui est en fait qui est pas si difficile à apprendre en fait. C'est probablement plus vieux que l'arabe. Je te dis pas de bêtises, c'est le même alphabet que l'arabe, mais et en fait ouais non, c'est pas une langue qui est très compliquée. C'est évidemment c'est pas comme si t'apprenais l'espagnol, mais donc j'ai passé pas mal de temps à faire ça. Et puis après les week-ends, on sortait du coup chez d'autres expats du coup. Chez d'autres expats, ouais. Et tu disais que tu avais des collègues afghans, du coup, ouais. Ça a été un peu eux, peut-être ta fenêtre sur l'Afghanistan, qui t'ont permis de comprendre un peu mieux la culture. Exactement. Je me suis vraiment lié d'amitié avec une collègue avec qui je bossais, qui était dans mon équipe, qui du coup m'a vraiment aidé à apprendre le farsi, et qui était un peu exactement ma fenêtre sur l'Afghanistan. Et aujourd'hui, vu ce qui s'est passé, c'est vraiment ça en fait, plus que... Les gens me parlent de la difficulté d'avoir été évacué, etc. au dernier moment, mais en fait, le plus dur, c'est... Si on peut vraiment dire ça comme ça, enfin, c'est de penser à tous mes collègues qui sont restés là-bas, ouais. Et qui cherchent, pour la plupart, à quitter le pays. Est-ce qu'on peut en parler justement un petit peu Je pense que c'était difficile à louper dans l'actualité, la prise de l'Afghanistan et de Kaboul en dernier par les talibans. C'était quoi ? C'était début septembre ? Non, c'était fin août ? Non, c'était le
C'était le 15 août. Le 15 août, d'accord. Ouais, le 15 août. Ouais. Vous aviez été préparé, en fait, puisqu'ils ont gagné du terrain pendant quelques semaines. Vous avez été un peu préparé à ce qui allait se passer ou pas du tout. Comment est-ce que tu as vécu ça, toi ? Bah, en fait, de toute façon, moi, depuis que je suis arrivé en Afghanistan, les talibans prenaient du terrain, doucement mais sûrement. Ils prenaient du terrain dans les campagnes, entre guillemets. L'Afghanistan, c'est des provinces, mais toutes les capitales provinciales étaient tenues par le gouvernement. Mais après, tout ce qui était autour, ça commençait doucement à être pris par les talibans. Et puis là, cet été, il y a eu une très grosse offensive qui a été lancée par les talibans. Ils ont pris énormément de territoire, mais toujours aucune capitale. Et puis, je sais plus quand c'était au début août, il y a une capitale qui est tombée, puis 2, puis 3, puis 4. Et en fait, là, c'est à une vitesse que personne n'avait imaginé, en fait. Même les Américains, je crois que 48 heures avant que Kaboul tombe, le gouvernement américain disait que leur prédiction, c'était que Kaboul allait probablement tenir encore 30 jours. Ah ouais. 48 heures avant que la capitale tombe. Donc c'est dire à quel point tout le monde a été pris de court. T'étais au mariage de Caroline et Grégoire, fin juillet. Ouais. Alors là, vous allez comprendre comment en fait je le connais, Paul. Caroline, c'est ma petite sœur, et Grégoire, c'est son nouveau mari. Ils se sont mariés à la fin du mois de juillet. J'avais déjà entendu parler de l'histoire de Paul et de son tour d'Asie centrale à vélo, mais je savais pas que maintenant il était en Afghanistan. Et ça m'intéressait, c'était un pays dont on n'avait jamais parlé. Mais alors quand il était en France au mois de juillet, il a quand même décidé de rentrer en Afghanistan alors que ça commençait un peu à se compliquer. Donc tu y es retourné début août. Tu sentais que ça grondait, mais pas de manière aussi précipitée, quoi. Ouais, exactement. Bah, il y avait quand même eu un vol il y avait eu un vol de rapatriement de l'ambassade de France, qui probablement du coup sont ceux qui ont eu le nez le plus fin de tous. Ah ouais, ça a été la seule ambassade qui a évacué si rapidement ? Ouais, je crois. Une des seules en tout cas. Mais si tu veux, nous on avait, donc il y a quelqu'un qui gère la sécurité en fait dans toutes les ONG, il y a ils appellent le security director qui gérait ça. Ils se discutent, ils parlent entre eux, etc. Il y a même une organisation qui s'occupe d'aider les ONG à gérer leur sécurité. D'accord. Et tous ces gens-là, nous disaient voilà, non, tu peux revenir, il y a pas de, c'est chaud, mais pour l'instant Kaboul c'est pas un problème, parce qu'en fait pour Kaboul et du coup on l'a vu, le truc le plus important c'était que l'aéroport soit opérationnel. Il disait pour l'instant il n'y a pas de risque sur l'aéroport, donc vous pouvez venir. Une fois que t'es rentré, comme tu le dis, les choses se sont passées assez rapidement. Comment se sont passés du coup, les 15 premiers jours de juillet finalement, quand t'es rentré à la prise de Kaboul, puisque t'es pas rentré tout de suite ensuite. Les 15 premiers jours d'août, tu veux dire. Ouais, les 15 premiers jours d'août. Ouais. C'est vrai que je suis arrivé, il y a eu une semaine où c'était à peu près normal, entre guillemets. Bon, enfin, le normal en Afghanistan, c'est un concept. Donc il y avait peut-être quelques districts, je sais pas comment on traduirait ça en français, mais qui étaient tombés aux talibans. Et puis après, voilà, il y a eu ces capitales qui ont commencé à tomber. Mais nous, on continuait notre vie normalement. Moi, je continuais à sortir, à aller boire des verres, à faire des soirées chez des amis. D'accord. Je brassais ma propre bière. Il y a tout un truc de brasser sa propre bière à Kaboul. Il y a pas mal d'expats qui adorent faire ça. Donc, enfin bref, on était. C'est génial. On s'imaginerait pas en fait faire ça en Afghanistan. Ouais. Ils étaient. Enfin, du coup, le régime précédent avait une petite tolérance pour les étrangers. Donc voilà, on vivait notre vie à peu près normalement. Et puis en fait, c'était le jeudi, je sais plus quel jour c'était. Je me rappelle jeudi, c'était une soirée. Les gens commençaient déjà un peu à. Il y avait déjà des gens qui commençaient à partir, parce que ça chauffait vraiment. Il y avait beaucoup de capitales, beaucoup de villes qui étaient tombées aux mains des talibans. Et je me souviens, je crois que c'était un jeudi. Et là, c'était littéralement, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je regardais mon téléphone, il y avait une nouvelle ville qui était tombée, quoi. Ah ouais. Il y a eu Ghazni, Herat et Kandahar. Donc Kandahar, deuxième plus grosse ville d'Afghanistan. Herat, troisième plus grosse ville d'Afghanistan, et Ghazni, qui est une très grosse ville qui est à 80 km au sud de Kaboul, qui sont tombés. Et là vraiment ça a complètement changé. Perspective à court terme.
en rentrant, je suis rentré de cette soirée, j'ai reçu un coup de téléphone du ministère de l'Europe me disant quand est-ce que vous rentrez là. Ah ouais. Voilà, ça c'était avant, mais à ce moment-là, on savait pas encore vraiment si les talibans allaient jusqu'à Kaboul. Enfin, il y avait beaucoup d'incertitudes en fait. Mais la panique commençait un peu à prendre, quoi. Ouais. Il y a pas mal d'expats qui ont, enfin, je veux dire français et pas français, qui ont commencé à penser à un retour ou est-ce ouais, que... non, mais nous, à ce moment-là, on était déjà... Vous saviez que vous allez rentrer un moment, quoi. Ouais, on allait déjà rentrer, on commençait à prendre des billets sur des vols commerciaux en fait. Mais je sais pas moi, pour genre la fin de la semaine, sauf qu'en fait au début de la semaine les talibans avaient déjà pris Kaboul, donc en fait et puis on a vu ce qui s'est passé à l'aéroport. En fait tout est allé tellement vite que Donc toi, genre, t'avais des billets pour la fin de la semaine pour rentrer avec un vol d'une compagnie lambda pour... Et là, tu te disais, bon, bah, cette fois-ci, je pars pas pour quelque temps. Là c'est fini, quoi. Je rentre à la maison ou... En fait, on savait toujours pas. Ouais. C'est fou, hein, parce que quand on allait dedans, à posteriori, maintenant, on doit se dire, mais quelle naïveté, quoi. Je veux dire, c'était évident que tout serait... Non, mais, enfin... Tu vois, maintenant, je me souviens, mon père il me disait, mais je comprends pas, là, c'est quoi votre délire, là, ça, pourquoi tu repars, machin, quand j'étais reparti après le match de Greg. Mais en fait, on a véritablement été pris de court, et du coup, ils ont organisé un vol de rapatriement. La France, du coup ? Un vol charter, quoi, un vol charter, notre ONG, ouais. Ah, d'accord. Mais en fait, qui devait partir, en fait, le jour où les talibans ont pris Kaboul, le 15 août. Mais du coup, ce vol n'est jamais parti parce que l'aéroport, on a tous vu les images de l'aéroport de Kaboul, il n'y a pas un seul avion qui atterrissait. Et du coup, en fait, on a dû attendre 4 jours, je crois. Nous, on est parti 4 jours après que les talibans aient pris la ville. J'imagine que c'était 4 journées hyper longues. Enfin, tu sais pas, tu savais que tu allais repartir dans 4 jours ou enfin, tu vois ce que je veux dire ? Quand tu sais que c'est dans 4 jours, c'est différent que de te dire ça peut être n'importe quand. Ouais. J'imagine. Ouais, mais en fait, nous, on attendait, on n'était plus dans notre logement, en fait. On n'était plus dans notre logement parce que les gens qui faisaient la sécu de notre logement étaient partis. C'était une boîte de sécurité privée, donc ils étaient plus payés, machin. Ça c'est des gens qui aujourd'hui sont vraiment à risque, quoi, pour le coup. Et en fait, du coup, on était dans l'hôtel qui appartient donc à l'Aga Khan, qui est le plus bel hôtel de Kaboul, dans lequel tous les émissaires, les ambassadeurs viennent. Donc en fait, c'était une situation complètement surréelle. On était dans cet hôtel. Et c'était gardé par les talibans. Je vois que tu avais partagé des photos, des vidéos sur ton compte Instagram. Exactement, ouais. Qui étaient gardées par les talibans. C'était fou, ouais. Enfin, genre, au petit-déj, il y avait le buffet, quoi. Puis à côté de toi, il y a un taliban avec sa calache. Et... Enfin bref, comme tu dis, surréaliste. C'était complètement fou, mais à côté de ça, je me sentais pas en danger à ce moment-là. En fait. Ouais. Non. Je savais qu'on sortirait de là et que. Et de toute façon, l'ONG pour laquelle je bosse, et je pense toutes les ONG, peut-être pas toutes, mais beaucoup d'ONG qui travaillaient en Afghanistan depuis longtemps ont des liens avec les talibans. Nous, il y a beaucoup de zones dans lesquelles c'est les talibans qui contrôlaient, mais on implantait des programmes, donc on avait des liens déjà hyper forts en fait avec les talibans. D'accord. Et plutôt des bonnes relations du coup. Et alors du coup donc un jour on te dit ok Paul aujourd'hui c'est le jour, direction l'aéroport, tu prends l'avion ? Oui c'est ça, en fait on a notre vol de rapatriement qui part. En fait, on a eu pas mal de... Ce qui était difficile, c'était d'aller à l'aéroport, en fait. L'aéroport, on l'a vu après, il y a eu des attaques de Daesh. C'était vraiment l'endroit qui était assez dangereux, en fait. Et on a réussi à rentrer dans l'aéroport. C'était une vraie galère. On a dû marcher sur la piste avec nos 4 valises, parce que du coup, j'ai quand même essayé de prendre un max de trucs en me disant que ce que je laissais, je le reverrais probablement pas. Et on a sauté dans l'avion direction Islamabad, Pakistan. C'était complètement fou. Ce qui était fou, je crois que le plus fou de fou, c'était en rentrant dans l'aéroport, à l'entrée. Donc déjà, on est allé de l'hôtel à l'aéroport escorté par les talibans, du coup. Et après, en fait, t'avais l'extérieur de l'aéroport qui était sécurisé par des
par les talibans, le nouveau gouvernement, et l'intérieur qui était sécurisé par l'armée américaine. Et donc en fait, tu vois les talibans et les Américains qui se sont quand même entretués pendant 20 ans, qui sont à 10 mètres l'un de l'autre, et qui travaillent ensemble. C'est incroyable. Ouais, c'est complètement fou. Complètement fou. Et nous, on est arrivés, on était juste derrière une voiture de talibans, et il y a trois soldats américains qui sont venus nous chercher. On était dans la foule avec tout le monde, parce que on pouvait pas rentrer en voiture. Et ils sont venus nous chercher, donc ils sont littéralement passés à côté du convoi d'un soldat taliban. Enfin bref, c'était vraiment fou. Et quand on est rentré dans l'aéroport, et donc là il y avait que c'était les Américains qui géraient le checkpoint auquel on était. Je discutais avec les soldats qui ont fouillé nos valises pour le coup de fond en comble. Ah ouais. Et qui disaient que c'était complètement pour eux c'était complètement surréel, quoi. Ah, tu m'étonnes. Et moi je me souviens, ce qui m'a marqué ce jour-là, c'est qu'en fait les talibans c'est des ados, quoi. C'est des mecs, enfin pas tous, mais je veux dire, la plupart des gars qui étaient là, ils avaient je sais pas, ils devaient avoir 16, 18, 20, plus jeunes que moi, quoi. Ouais. Et dans l'aéroport c'était pareil, en fait. Les soldats américains c'était aussi des mecs hyper jeunes, en fait. Ça m'a marqué, je me souviens me dire, mais c'est quand même bizarre, quoi. C'est les mêmes. Mais en jeunes, quoi. Enfin, c'est qui tous ces jeunes avec des flingues. Mais bon, on a eu de la chance, on a réussi à partir, et ça s'est bien passé, ouais. On est parti avant qu'il y ait une attaque sur l'aéroport, machin. Ouais. Tu disais tout à l'heure travailler avec des collègues afghans sans rentrer, tu vois, dans des considérations politiques. Ouais. Enfin, tu vois, est-ce que t'as des nouvelles? Tout le monde n'a pas forcément pu partir. Ce que tu disais, enfin, dans les gens que tu connaissais. Dans les gens que je connais, il y a du coup, je te disais, j'ai appris j'apprends d'ailleurs, c'est pas fini, le farsi. Ma prof de farsi, elle a réussi à partir. Elle est en Italie maintenant. D'accord. À Rome. Très heureuse d'ailleurs, c'était assez touchant. Ma collègue, donc je te parlais de ma collègue avec qui j'étais assez proche, elle avait réussi à partir, mais avant tout ça, en fait, elle a eu une bourse qui s'appelle Fulbright. Elle est aux États-Unis, d'ailleurs, elle est pas très loin de Boston. D'accord, génial. Elle est à Rochester. Oui. Ah, c'est peut-être pas du tout à côté de Boston. Rochester, New York, c'est pas loin, non, c'est pas loin. À l'échelle des États-Unis, c'est à 5 heures, quoi. Donc c'est pas loin. Bon, voilà. C'est la même région. Côte Est. C'est ça. Là, très récemment, il y a mon patron qui a réussi à quitter l'Afghanistan et qui est maintenant au Pakistan, mais c'est assez temporaire. Il y a quand même pas mal de gens qui ont réussi à partir, mais de toute façon, voilà, il n'y a pas 35 millions de personnes qui vont quitter le pays. C'est pas, voilà. Comment ça s'est passé du coup donc tu prends l'avion, te voilà à Islamabad. J'imagine que c'est un soulagement et pour toi et tes collègues, les gens qui sont évacués avec toi et la famille, l'entourage qui a dû vivre un peu en apnée en fait entre le 15 et le 19 août, j'imagine. Comment se passe ton retour? Est-ce que tu es accompagné? Parce que, je veux dire, là, tu as le sourire, on a pris le temps de te laisser un peu de temps, mais t'as pas non plus 6 mois, tu vois, pour réfléchir à tout ce qui s'est passé. J'imagine que c'est un peu traumatique quand même, tout ce qui s'est passé. Comment se passe en fait ton retour en France? Déjà, on était toute l'équipe ensemble dans le même avion. Le fait qu'on soit tous ensemble, c'était vachement bien. On est resté à Islamabad pendant 3-4 jours. D'accord. Pareil, dans l'hôtel, le même hôtel, c'est la même chaîne d'hôtel à Islamabad, on est resté là-bas. Et c'était super, c'était super parce que ça nous a permis de faire une pause, de discuter ensemble de ce qu'on avait vécu, de se poser. On a été en lien, on a eu quand même eu, quand on était encore à Kaboul, on avait eu des contacts avec des boss de l'ONG à Genève. Pareil au Pakistan, on a rencontré un des boss ici au Pakistan, et puis ils nous ont proposé, ils ont eu raison de le faire, ils nous ont proposé de l'aide, entre guillemets, accès à avoir des psys, etc., pour les gens qui le voulaient. Et voilà, au bout de 3-4 jours, les gens sont un peu repartis chez eux, et moi comme j'avais pas mal voyagé au Pakistan, je me suis dit, super, je vais aller voir des potes. Du coup, je suis allé voir des potes au nord, dans les montagnes, ce qui m'a permis de prolonger un peu le break. Et tu fais un peu zone tampon en fait avant de repartir dans ton autre vie, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que après, moi, quand je suis rentré, mes potes ont été super cool. Ils me posaient pas mal de questions. C'était intéressant de discuter avec eux, de voir leurs interrogations, machin. Mais ce qui est marrant, c'est que
au Pakistan, je sais que mes amis, ils sont de cette région, en fait. Donc quand je leur dis, voilà, les talibans ont pris Kaboul, etc., ils ont pas les mêmes a priori, etc. Et donc... Enfin, si ça leur tu parle, veux, je en leur ai fait. dit, je leur ai dit, ah non, j'étais à Kaboul pendant la prise. Pendant la prise par les talibans, c'était... Voilà, ça a duré 2 minutes, puis après, on change le sujet, quoi. Ouais, c'est pas les mêmes référentiels, en fait. Ouais, exactement. Donc, même si c'était fou, évidemment, pour eux aussi, mais voilà, c'était une façon de faire un break qui était pas mal. D'accord. Et le retour en France, alors, comment ça a été ? Le retour en France, c'était un peu fou parce que je suis arrivé, j'avais l'enterrement de vie de garçon d'un pote. En fait, je suis pas vraiment resté à Paris, puis après, j'ai fait des vacances avec mon père. Et puis après, j'ai eu le mariage de mon pote. Et puis, d'une certaine façon, ça fait 3 jours que je suis à Paris, là, en fait. Enfin, voilà, moi, je vais continuer à bosser, là, en fait. J'avais pris 1 mois de congé. En septembre, c'était déjà planifié depuis des mois, ouais. Et là, je vais continuer de bosser encore 1 mois avec l'ONG. Ça, c'était aussi prévu. C'était prévu depuis le départ que j'avais un contrat jusqu'à fin octobre. Donc là, je vais bosser encore 1 mois au moins. Et puis après, on sait pas encore. Je suis en discussion avec mon boss, on va voir ça. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui... Il y a beaucoup d'inconnus, j'imagine, dans l'équation. Il y a beaucoup d'inconnus, et puis les gens qui donnaient de l'argent à l'Afghanistan, aujourd'hui, pour l'instant, tout l'argent est bloqué, en fait. Ils veulent mettre pression sur les talibans comme ils peuvent, pour diverses raisons. Et donc, en fait, aujourd'hui, tout ça est un peu bloqué. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, ouais. Le retour en France, ça fait plaisir de retrouver la famille, pour l'instant. Ouais. La famille et les potes. Alors du coup, donc le futur, tu sais pas exactement ce que ça te réserve dans un futur à moyen terme, en tout cas après octobre. Est-ce que rétrospectivement, il y a, je sais pas, un conseil, tu vois, que tu pourrais te chuchoter au creux de l'oreille avant ton départ vers l'Afghanistan ou vers ton tour de vélo d'ailleurs, ou peut-être 2 conseils du coup, tu vois, un truc que tu aurais peut-être aimé savoir ou qui t'aurait peut-être aidé, tu vois, si t'avais su ou si on te l'avait un peu rappelé. Je saurais pas te dire. Le seul regret que j'ai de mon expérience en Afghanistan, c'est que je pense que je me suis pas suffisamment impliqué dans mon apprentissage de la langue. Du coup, aujourd'hui, c'est probablement ça ce qui va m'attendre à moyen terme, c'est de continuer à apprendre le farsi, parce que... C'est con ce que je vais dire, mais c'est parlé ailleurs qu'en Afghanistan, le farsi ? C'est en Iran parlé aussi, non ? en Iran, Afghanistan et Tadjikistan. D'accord, ok. C'est les 3 pays qui parlent le perse. Moi, le conseil que je me donnerais, je me le serais donné il y a vachement plus longtemps, quand je faisais une école de commerce en France. Tu te dirais quoi ? Bah... Arrête. Fais pas ça, fais quelque chose qui tu vois, qui est pas forcément lié à ce que tu vas faire dans la vie plus tard, mais qui correspond plus à ta curiosité, quoi, en fait. Si vous écoutez French Expat depuis quelques temps, vous savez que j'ai une question signature que je pose à la fin de chacun de mes épisodes. Je demande à mon invité de me faire voyager. Si je fermais les yeux et que je m'imaginais dans son lieu d'expatriation, qu'est-ce que je ressentirais ? Qu'est-ce que je sentirais ? Qu'est-ce que je verrais ? Je lui demande aussi un conseil. Est-ce qu'il y a un truc à ramener absolument ? Un truc à goûter à tout prix ? Sauf que là, je me suis sentie un peu bête. Puisque tout d'abord, clairement, a priori, il n'y a pas vraiment de touriste qui va aller tester ces conseils dans un futur immédiat. Et parce que j'avais peur que ce soit un peu déplacé, en fait, au vu de la situation géopolitique actuelle. Paul m'a interrompu tout de suite en me disant qu'il y avait de la culture, qu'il fallait en parler, et qu'en plus, il avait ramené des tapis, avec une anecdote plutôt saisissante. On écoute. Alors un truc à ramener, un truc à voir, c'est probablement les tapis afghans qui sont superbes. T'en as ramené ? Ouais, j'en ai ramené un petit paquet d'ailleurs. Je peux te dire que quand je les ai portés sur le tarmac à l'aéroport de Kaboul, je les ai... J'ai dit, ils viennent de loin, ceux-là. Ouais, je les ai... Maintenant, je les apprécie, quoi. Mais... qui sont faits main, qui viennent des différentes régions d'Afghanistan, qui correspondent aux différentes tribus qui vivent en Afghanistan. Donc ils ont des très beaux tapis, ouais, très colorés. Très beaux tapis. Très colorés, absolument. Faudrait voir, en fait. Mais non, mais tu pourras nous filer une photo, on pourra la partager sur les réseaux. C'est vrai que je devrais poster des photos, d'ailleurs. Je devrais poster des photos des tapis. Et puis sinon, la bouffe... alors moi, je
je suis un peu végétarien, je suis plutôt flexitarien, mais je mange pas beaucoup de viande. Mais ils sont très très viande en Afghanistan. D'accord. Comme dans beaucoup de pays musulmans, donc c'est très kebab. Il y a un plat qui s'appelle le Kabouli Palau. C'est du riz avec des carottes et des raisins et des morceaux de kebab dedans en fait. D'accord. Qui est très très bon. Apparemment ça met des heures à être préparé et les gens qui mangent de la viande en raffolent. Est-ce que tu as des musiques traditionnelles en Afghanistan? Est-ce que tu as des musiques modernes en Afghanistan? Il y a des musiques traditionnelles. Alors du coup, j'imagine que là maintenant, il va y avoir ça va être un peu plus compliqué. Mais j'ai l'impression, je me trompe peut-être, qu'ils écoutent pas mal de musique qui vient d'Iran, parce que pour le coup, il y a une grosse, très grosse production musicale en Iran. D'accord. C'est peut-être une bêtise que je te dis, parce que moi j'avais une collègue qui... En fait, il y a beaucoup d'Afghans qui ont été réfugiés en Iran. Surtout les Hazaras qui sont chiites vont en Iran qui est chiite, l'Iran est chiite, et donc moi j'avais pas mal de collègues qui étaient Hazaras et qui du coup étaient revenus d'Iran et qui étaient maintenant donc il y avait cette influence culturelle, voilà, qui écoutaient beaucoup de musique iranienne. Il doit y avoir quelques productions afghanes, mais ça doit être assez petit quand même. Alors aujourd'hui, du coup, on le disait, donc tu sais pas encore exactement ce qui va se passer dans ton futur d'ici à la fin de l'année. Mais est-ce que tu as une idée? Est-ce que pour toi, je sais pas, ta vie de jeune adulte, tu veux la continuer en France? Est-ce que tu as envie de repartir? Tu as fait un peu une déclaration d'amour à l'Iran aussi un peu plus tôt. Enfin, je sais pas. Où est-ce que tu en es en fait dans ta tête et où est-ce que tu aimerais être pour la suite? Pour l'instant, pas en France. Ce que je veux dire, c'est que je me revois pas chercher un travail en France, quoi. Donc je vais activement chercher à rester dans cette région que je trouve hyper intéressante. C'est un peu débile ce que je veux dire, mais je trouve que les gens sont très très intéressants. Les gens ont une vision du monde qui est très intéressante. J'ai le sentiment tu vois, nous on est dans l'Occident, eux ils comprennent l'Occident depuis l'Orient. Quand t'as la tête dans le guidon, c'est difficile de vraiment voir ce que c'est que l'Occident. Au final, si son contrat actuel n'est pas renouvelé, Paul souhaite se rendre à Téhéran, donc en Iran, pour passer un master en farsi et atteindre cet objectif qu'il s'est fixé, maîtriser le perse. Je veux pas rentrer dans la politique, etc. Mais moi j'ai tellement d'amis pakistanais qui m'épatent, quoi. Quand on parle j'ai l'impression qu'ils connaissent mieux la géopolitique européenne, américaine que ceux qui y vivent que moi. Et ouais. Et donc en fait les gens sont très intéressants, beaucoup et hyper accueillants. Ils ont une vraie culture de l'accueil de l'hospitalité, ouais, exactement, qui est super chaleureuse, quoi. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je souhaite adresser un immense merci à Paul pour ce moment passé ensemble et pour la générosité de son partage. Paul, on te souhaite tout le meilleur pour le futur et j'aurais bien envie de te parler de l'Iran quand tu y retourneras. L'invitation est lancée. Évidemment, je vous dis aussi un grand merci à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à le créer. Allez, sans plus attendre, découvrons où nous partons la semaine prochaine. C'est pas une maladie, c'est un handicap, mais aussi... Mais ça, les gens, tu vois, ils connaissent pas encore en France, mais aux États-Unis, mais il y a tellement de controverses, genre c'est le débat entre est-ce que tu dis je suis autiste ou j'ai de l'autisme, donc I have autism or I'm autistic. Après il y a le débat sur la thérapie ABA, il y a le débat sur le puzzle, parce que le puzzle c'est le symbole de l'autisme et il y a beaucoup de controverses sur ça. Il y a le débat sur la couleur bleue. Enfin, tout est un débat en fait aux États-Unis sur l'autisme. Mais moi en tant que blogueur, ça me fatigue mais tellement
Les gens, ils trouvent toujours un truc à être en colère, en fait. C'est juste que, en fait, ils comprennent pas parce que tous les gens qui créent ces controverses, si tu veux, c'est des autistes de haut niveau parce que ils comprennent pas que le spectre, tu vois, eux, déjà, ils ont la chance de pouvoir être avocats pour themselves, de pouvoir, s'exprimer par eux-mêmes, de se défendre et d'exprimer leurs idées sur les réseaux sociaux. Et après, t'as des enfants comme mon fils, Charlie, qui va peut-être sûrement jamais pouvoir même communiquer avec sa maman. Et bien entendu, si vous avez aimé tout ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, le partager, le liker et même à lui donner 5 étoiles quand vous en avez l'opportunité. Bonne semaine, bon voyage et à mardi!